Bonjour, la guerre froide n'est pas qu'un affrontement militaire et politique indirect, c'est aussi un affrontement dans de multiples domaines, par exemple dans le domaine technologique. Et à l'époque, la technologie qui est la plus performante, qui est la plus en pointe, c'est la conquête spatiale. C'est tout ce qui concerne en effet des progrès qui ont été réalisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. À partir des travaux des savants nazis, l'URSS et les États-Unis se lancent dans des programmes spatiaux ambitieux. Le but, c'est toujours de montrer que le système communiste, par exemple, est le meilleur. Ici sur cette affiche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un cosmonaute soviétique, russe. Et il est en rouge, c'est bien le communisme, on reconnaît bien les deux symboles du communisme qu'il tend, signe victorieux au-dessus de ses épaules, et puis CCCP, ça veut dire URSS. Le premier homme dans l'espace est en effet un Russe. Le but, c'est aussi de montrer que donc la Russie possède le meilleur système de technologie, de formation des savants, et que le système communiste est vraiment le meilleur. Ce premier homme dans l'espace, il fait la une de tous les journaux du monde, puisque les médias sont libres dans le bloc de l'Ouest, c'est le monde libre. En France, la une, évidemment, de cette année 1961, c'est pour Yuri Gagarin, ce colonel de l'armée russe qui a été le premier homme dans l'espace, et qui en est revenu. Il est un héros en URSS, évidemment, il est un héros dans le monde entier. Le voici en photographie, Yuri Gagarin, dans sa combinaison de cosmonaute. Alors, les soviétiques, ils ont été les premiers à envoyer dès 1957, 4 ans plus tôt, le premier satellite artificiel dans l'espace, Sputnik. Ensuite, ils ont été les premiers à envoyer un premier être vivant dans l'espace, une chienne, Laika, et enfin, le premier homme dans l'espace. Pour les États-Unis, c'est un défi qu'il faut qu'ils relèvent, ils sont en retard. Donc le président Kennedy, au lendemain de cet exploit de Yuri Gagarin, lance un projet, c'est celui de conquérir la Lune, d'atterrir ou d'allunir sur la Lune. Et tandis que le Time, oui, même aux États-Unis, le Time fait sa couverture. Vous savez, chaque année, le Time choisit de faire la couverture sur une personnalité qui a marqué l'année. Ben, cette année-là, évidemment, c'est Yuri Gagarin. Donc Kennedy lance un programme. Le but, c'est d'aller sur la Lune. Et en 1969, en effet, au bout de la décennie, les Américains sont les premiers à atterrir sur la Lune. L'une des images qui est les plus célèbres, c'est celle-là. On voit ici les astronautes américains. Oui, chaque pays en plus invente ses propres mots. Cosmonaute pour les soviétiques, astronaute pour les États-Unis. Vous voyez. Bon, voilà voilà l'équipage de ceux qui ont été les premiers à aller sur la Lune, avec notamment Armstrong, le premier à avoir posé. Alors, cette conquête spatiale, elle se poursuit, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, c'est considérable. Ça coûte aussi cher que se surarmer en bombes atomiques. Et les États-Unis poursuivent ce programme ambitieux. Ils vont même lancer à la fin des années 70 un projet énorme, celui de la navette spatiale. On la voit ici, cette navette spatiale. Là, elle est de retour sur un avion, elle vient. Alors là, c'est une démonstration, elle ne vient pas de l'espace, mais normalement elle vient de l'espace. La première navette spatiale s'appelle l'Enterprise. Certains d'entre vous connaissent peut-être une série dans laquelle il y a un navire spatial qui découvre des planètes nouvelles, qui s'appelle l'Enterprise. Voilà, cette navette spatiale, elle est lancée par des propulseurs, ces propulseurs ensuite se désagrègent, elle est envoyée dans l'espace, puis elle revient avec son équipage. Et elle est soutenue ensuite par un gros avion. Alors ce programme va finalement s'arrêter parce qu'il va y avoir des accidents, mais jusqu'à la fin de la guerre froide, ce programme coûte beaucoup d'argent. Il manifeste la supériorité des États-Unis sur l'URSS désormais.
Alors un autre domaine, on va en faire un deuxième de domaine d'affrontement des deux grands, c'est le sport. Le sport, ça permet de montrer qu'on a les meilleurs sportifs, donc on a les meilleures formations, qu'on va créer l'homme ou la femme les plus sains et les plus performants de la planète. Les Jeux Olympiques sont l'occasion de s'affronter. En 1980, les Jeux Olympiques sont organisés à Moscou. Et du coup, les États-Unis appellent au boycott de ces Jeux. Aucun athlète américain ne se rendra aux Jeux Olympiques de Moscou. Et en France même, vous voyez, cette affiche est destinée aux Français. Certaines associations appellent à boycotter ces Jeux Olympiques de Moscou. Pourquoi? Parce que Moscou, qu'est-ce que c'est? On voit ici le sigle des Jeux Olympiques. C'est 5 cercles que l'on retrouve ici, là. Ça, c'est la mascotte. Hop. C'est un petit ours. C'est normal, l'ours, c'est l'animal de la Russie. C'est son animal emblématique. Et ce sont des fils barbelés. C'est pour montrer que la Russie, c'est pas un pays libre, donc on va pas faire du sport, s'entraîner là-bas, dans un pays qui n'est pas libre. Moralement, c'est pas possible. Voilà. Alors, beaucoup de pays, du coup, n'y vont pas. La France envoie ses athlètes, mais les États-Unis ne l'envoient pas, et beaucoup de leurs alliés n'envoient pas d'athlètes là-bas, y compris par exemple la RFA ici. Voilà. La Chine, qui est communiste à l'époque, elle a des difficultés avec l'URSS, donc elle n'envoie aucun athlète non plus. 4 ans plus tard, les Jeux Olympiques ont lieu à Los Angeles, aux États-Unis, quelque part par ici, et du coup, l'URSS et ses alliés n'envoient pas leurs athlètes non plus. Vous voyez ? Bon, donc les Jeux Olympiques, ces années-là, ils sont un peu moins intéressants. Il y a moins d'athlètes. Or, les deux pays qui ont les athlètes les plus performants à l'époque, c'est l'URSS et les États-Unis. C'est à ceux qui auront le plus de médailles. C'est un affrontement par l'intermédiaire du sport. En 1984, le grand athlète de ces Jeux Olympiques, c'est Carl Lewis. L'athlète américain, il remporte de multiples médailles et il symbolise la réussite du système américain. Voilà. Pourtant, la guerre froide se termine. Malgré tout cet affrontement, elle se termine en 1991. Elle se termine parce que les deux grands dirigeants de ces deux pays finissent par négocier vraiment et par décider du désarmement. On arrête de construire de plus en plus d'armes, tout ça rend le monde de plus en plus dangereux, on essaie de trouver des accords. Ici, on voit le président des États-Unis, Ronald Reagan, le président de cette époque, on est dans le début des années 80. Il est très méfiant à l'égard de l'URSS, mais en 1985, un nouveau dirigeant, un communiste bien sûr, est arrivé au pouvoir, il s'appelle Mikhail Gorbatchev, et Mikhail Gorbatchev, c'est un communiste, il croit profondément au système communiste, mais quand il arrive au pouvoir, il se rend compte que l'URSS est à genoux sur le plan économique, c'est une catastrophe, les magasins sont vides, beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que l'URSS dépense trop d'argent dans la conquête spatiale et dans la course aux armements, il n'y a plus d'argent pour les Russes, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour l'agriculture, pour faire fonctionner l'économie, c'est une catastrophe. Donc il décide d'arrêter la course aux armements. Il arrive à être convaincant, il obtient de signer un traité avec Ronald Reagan. Du coup, ce qu'il faut qu'il fasse aussi, c'est qu'il diminue le nombre de soldats. Il y a trop de soldats dans l'armée rouge, il y a des soldats partout, dans plein de pays du monde. Il faut les retirer. Donc il choisit de les retirer de tous les satellites d'Europe de l'Est. Et c'est ce qu'il fait. Dans tous ces pays-là d'Europe de l'Est, vous vous souvenez, on avait colorié tous ces pays-là, il retire l'armée rouge. Et en URSS même, que fait Gorbatchev? Il accorde des libertés. Un peu plus de liberté d'opinion, un peu plus de liberté de la presse, la liberté de pouvoir créer son entreprise, de pouvoir faire des bénéfices, parce qu'il veut que l'économie fonctionne mieux, que les gens soient moins terrorisés, soient plus heureux, parce que l'URSS est en train de s'effondrer. Ça, en revanche, les États-Unis ne le savent pas, ils n'ont pas compris qu'en fait l'URSS, elle est si mal que ça. Bon. Du coup, dans les pays d'Europe de l'Est, il n'y a plus d'armée rouge. Donc les Hongrois, les Allemands de l'Est, ou même les Roumains se disent « Oh là là, du coup, on a besoin d'obéir à notre parti communiste qui est au pouvoir, donc ils manifestent, ils font des révoltes, etc. » Et peu à peu, des élections s'organisent, libres parfois, et des démocraties se mettent en place. En RDA, les Allemands de l'Est, ils manifestent, ils vont jusqu'au mur, ils réclament que le mur soit détruit, par exemple, à Berlin, et on voit du coup les Allemands de l'Ouest, là ici, s'approcher du mur, l'escalader, aller serrer la main des Allemands de l'Est de l'autre côté, hop, et même
les Allemands vont faire des brèches dans le mur, ils vont détruire certaines parties du mur, et les Allemands de l'Est et de l'Ouest, les Berlinois de l'Est et de l'Est, vont se redécouvrir. Ça fait plus de 30 ans, donc c'est deux sociétés très différentes, ils vont se redécouvrir, et l'Allemagne va se réunifier. L'URSS elle-même va disparaître, parce qu'en URSS, il n'y a pas que des Russes, il y a des Kazakhs, il y a des Estoniens, des Lituaniens, et aussi veulent leur liberté, leur propre pays, et 15 pays différents se créent. L'URSS n'arrête rien, Gorbatchev n'est pas capable d'empêcher que l'URSS disparaisse, elle se désagrège, elle se morcelle en 15 pays différents. Nous sommes en 1991, l'URSS a disparu, elle a perdu la guerre froide, essoufflée, épuisée par la course aux armements, par la conquête spatiale, par un système qui terrorisait les gens et qui ne fonctionnait finalement pas.